enrichir encore le débat aujourd'hui sur une deuxième zoonose qui est classée troisième à l'échelle nationale, c'est le kyste hydatique ou hydatidose. Donc nous le remercions infiniment. Moi j'ai 3 casquettes en fait. Je suis enseignant à l'université Saad Dahleb de Blida. Je suis maître de conférence en parasitologie. Je suis directeur scientifique pour un laboratoire où je suis consultant CRBS Performance. Et comme ça a été dit, je suis président de la Société algérienne de médecine vétérinaire. Voilà. Donc pour vous parler du kyste hydatique, je vais utiliser le plan suivant pour qu'on comprenne tous de quoi on parle. D'abord, je vais vous décrire le parasite. C'est quoi l'agent de l'hydatidose? C'est Echinococcus granulosus. Je vais vous dire comment il se multiplie, comment il se nourrit, qu'est-ce qu'il spolie, et puis je vais vous dire, au fil et à mesure de sa migration, quelles sont les conséquences anatomopathologiques qu'il provoque, c'est-à-dire le côté lésionnel. Et puis, évidemment, si cela est possible, cela l'est plus facilement pour l'homme que pour l'animal, les quelques symptômes qui peuvent évoquer la maladie. On verra les éléments du diagnostic, et puis on verra comment on peut traiter cette maladie. Je vous le dis tout de suite, vous le savez tous, il n'existe pas de traitement chimique. Le seul traitement à l'heure actuelle, c'est le traitement chirurgical. Donc, et à la fin, je vous parlerai de la prévention, et l'wiqaya. Comme dit le vieil adage, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, en premier lieu, qu'est-ce que l'hydatidose? Alors, par définition, c'est à l'échelle internationale, l'hydatidose est une zoonose, c'est-à-dire une maladie qui est commune à l'homme et aux animaux. Elle est due à un cestode, c'est-à-dire un ver plat, c'est ce qu'on appelle communément un ténia, qu'on appelle Echinococcus granulosus. C'est un parasite qui s'entretient entre 2 types d'hôtes, un hôte définitif, c'est-à-dire celui qui héberge la forme adulte, ce sont les canidés domestiques et sauvages. Mais dans notre pays, on va retenir un, le chien. On ne va pas parler du chacal, du fennec et l'RRE, c'est pratiquement à titre très exceptionnel. Donc on ne retiendra que le chien. Les hôtes intermédiaires, vous avez 2 groupes. Vous avez ce qu'on appelle les mammifères herbivores, l'ovin, le bovin, l'équin, le camelin, etc., etc. Et nous, on retiendra surtout un, c'est le mouton. Pourquoi le mouton? Pour plusieurs raisons. Ça cause des modes d'élevage, parce que le chien est toujours collé au troupeau de moutons, beaucoup plus qu'avec les chevaux, ou avec les bovins ou avec les camelins, d'une part. Et d'autre part, c'est l'aspect socio-culturel, pour ne pas dire religieux, à cause de l'Eid al-Adha, qui fait qu'il y a une rencontre entre chien et le mouton. Et puis, l'autre hôte qui est très important, qui est une impasse évolutive, c'est-à-dire que le parasite ne peut pas se développer plus que ça, c'est l'homme. C'est pour ça que c'est une zoonose. Alors, c'est une contrainte pour le patient, comme je vous l'ai dit au départ, parce que le traitement est exclusivement chirurgical, et il doit être soutenu par un traitement chimique pour que l'individu puisse retrouver ses forces. Et enfin, son pronostic, qui a toujours été quelque chose de très méchant, commence progressivement à se modifier, pour ne pas dire à s'adoucir, grâce à l'avènement de vaccins, mais qui sont encore à l'échelle expérimentale. On en dira quelques mots à la fin, Inch'Allah. Alors, cette maladie, le kyste hydatique, elle est appelée autrement, pour ceux qui s'y intéressent et le lisent ailleurs, on l'appelle aussi l'hydatidose uniloculaire, ou là encore Echinococcus larvae, Echinococcus granulosus, ou tout simplement la maladie du kyste hydatique. Alors, quelle est son importance? Elle est triple. Elle est économique, elle est médicale et sanitaire. Alors, sanitaire, ça veut dire qu'elle est une zoonose majeure. Et Fiblebna, elle est classée 3e, puisqu'elle affecte jusqu'à 2,6% de la population en 2006. Ce sont les dernières statistiques. Elle est économique. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle touche un animal, en particulier le mouton ou le bovin, elle se localise préférentiellement au niveau du foie. Et comme vous le savez tous, le foie est un organe noble. C'est la partie la plus chère dans le corps d'un animal. Okay? Donc, un foie atteint de kyste hydatique, il est saisi totalement. De plus, les animaux montrent des codes de performance zootechniques parce qu'ils sont parasités. Et par définition, un parasite, c'est quelqu'un qui vit aux dépens d'un organisme. Donc, il y aura des contre-performances zootechniques, particulièrement chez le mouton, qui vont s'extérioriser par des retards de croissance, c'est-à-dire des amaigrissements, des chutes de production de laine, et pour les brebis, même des chutes de production de lait. Et enfin, ça constitue une restriction au commerce international. L'Algérie, qui est une zone d'endémie de kyste hydatique, si elle doit faire des échanges de ses moutons vers l'extérieur, eh bien, elle ne pourrait pas le faire, sauf si elle prouve que ces bêtes sont issues de régions indemnes.
Donc vous voyez que quelque part, ça nous pénalise en dehors de la pénalisation de l'humain. Enfin, ça a une importance médicale. Pourquoi? Aussi bien chez l'animal que chez l'homme, la morbidité est élevée, c'est-à-dire le nombre d'individus atteints est très important, et que les cas de mortalité ne sont pas rares, aussi bien chez l'animal que chez l'homme. Où est-ce qu'on retrouve cette maladie? La répartition géographique, il faut le savoir que ça touche presque exclusivement les pays en voie de développement, les pays pauvres. Pourquoi spécialement les pays pauvres? Parce que par essence, le kyste hydatique est une maladie du manque d'hygiène. Comme les niveaux d'hygiène sont relativement bas dans nos pays, c'est ça qui est le facteur favorisant de la dissémination de cette maladie. Regardez dans la carte géographique, on va la retrouver dans tout. Ici, ce sont des kystes dans des coupes histologiques. Bon, on y reviendra un peu plus dans les détails. Alors, lorsque l'adulte a son segment ovigère qui est détaché dans le milieu extérieur par les matières fécales, il va se liser, il va libérer des œufs. Cet œuf, lorsqu'il est ingéré, va se développer en larve. C'est ce qu'on voit ici. Elle a une multiplication asexuée, c'est-à-dire d'elle-même, elle se multiplie par bourgeonnement. Elle n'a pas besoin de sexe opposé pour pouvoir s'accoupler et former ça. Donc une multiplication asexuée. Mais elle a quelque chose de très particulier, elle a ce qu'on appelle un caractère infectieux. C'est-à-dire à partir d'un élément, vous allez voir apparaître une multiplication presque à l'infini. Un œuf peut donner des milliers de ce qu'on appelle protoscolex. Et chaque protoscolex va donner un ténia adulte. Donc vous voyez que un animal, lorsqu'il ingère des dizaines, voire des centaines d'œufs, c'est des milliers, voire des millions de protoscolex et de ténia adultes potentiels qui peuvent se développer. Alors, le kyste en lui-même, il peut atteindre 30 cm. Et pour avoir idée, c'est à peu près, ce qu'on dit communément, la tête d'un enfant. C'est à peu près le volume de la tête d'un enfant. Alors, elle est composée de quoi? Elle est composée de 3 couches. Une couche en 1, la plus interne, qu'on appelle la membrane germinative ou proligère. C'est elle qui donne la formation des vésicules filles. Et puis, elle est entourée en 2 par ce qu'on appelle la cuticule. C'est une cuticule qui est concentrique, qui est striée. Et à la différence du multilocularis de tout à l'heure, elle est hermétique. Rien ne sort. Et puis derrière, 3, c'est ce qu'on appelle la réaction adventitielle. C'est tout simplement la réaction de l'organisme. C'est du tissu conjonctif fibreux qui vient circonscrire le phénomène pour que le kyste ne prenne pas de l'ampleur, pour qu'il n'excède pas les 36 mètres. S'il n'y avait pas cette réaction adventitielle, on peut avoir des kystes qui peuvent atteindre des tailles incommensurables. Alors qu'est-ce qu'on appelle kyste hydatique? C'est tout simplement l'idatide, c'est-à-dire cette larve, plus cette réaction adventitielle. C'est tout ça le kyste hydatique. Et pourquoi j'insiste? C'est en particulier pour les vétérinaires inspecteurs au niveau des abattoirs. L'élément pathognomonique, c'est-à-dire il n'y a aucune, comment dirais-je, il n'y a aucun risque d'erreur, c'est cette fameuse double membrane. C'est ce qui fait la différence avec un abcès, avec une vésicule, avec un kyste banal. Donc une double membrane signe automatiquement la présence du kyste hydatique. Il existe un deuxième élément très important, je vous le dis à l'avance, et ça vous le savez très bien, c'est le liquide hydatique qui est toujours sous pression. C'est pour ça qu'il ne faut jamais percer au sommet du kyste, sinon ça risque de gicler sur l'œil, vous risquez d'avoir une échinococo secondaire. Si vous voulez le percer, c'est toujours à la base, comme ça le liquide sortirait à la base. Enfin, c'est une opération qu'il ne faudrait pas faire, il faut laisser les gens de métier faire ça et non pas les autres. Donc voilà un kyste hydatique, comment il est formé. Voilà كما يقول لك صوره مكبره تاع الكيس المائي كيفاش معموله bon كاين des vésicules صغار اللي تصنعوا enfin des vésicules filles qui se forment au fur et à mesure et chaque vésicule fille ce qu'on voyait ici a ce qu'on appelle des protoscolex et chaque protoscolex c'est lui qui va donner le ténia adulte. Voilà en image réelle le kyste hydatique en première ligne, tel qu'on le découvre au niveau des abattoirs. Alors au niveau des abattoirs, ils ont 2 localisations préférentielles. C'est le foie et le poumon. Lorsque ces 2 organes, qui sont des organes filtres, sont dépassés, c'est les autres viscères qui vont être atteints. C'est la rate, le pancréas, vous pouvez imaginer tous les viscères qui peuvent être atteints, y compris l'os, pour dire. Alors voilà, donc c'est des kystes sous pression, ce sont de petits kystes. Ils ne sont pas multiloculaires, mais ils sont multiples. Quand je dis multiloculaires, c'est-à-dire de l'esquène,
Voilà, voilà. Ça, c'est des vésicules filles. Lorsqu'on perce, on trouve ça à l'intérieur. Et on retrouve, regardez, cette double membrane, même au niveau du cœur, au niveau de l'épicarde. Maintenant, chez l'homme, c'est pratiquement les mêmes localisations. La seule différence, c'est que la prédilection est inversée. Ça, les statistiques qui le prouvent. Si pour l'homme, c'est beaucoup plus une localisation hépatique qui est fréquente jusqu'à 80%, et secondairement la pulmonaire, une vingtaine de pourcents à 30%, c'est l'inverse chez les animaux. C'est le poumon qui est dans 80% des cas atteints et la. Voilà, donc c'est au niveau du foie, au niveau du cœur. Regardez au niveau de l'os, il y a une particularité histologique pour ceux qui s'intéressent, il n'y a pas de réaction adventitielle, il n'y a pas de tissu conjonctif, tout simplement parce que les os sont mal vascularisés et donc les moyens de défense sont beaucoup plus faibles. Voilà un exemple de plusieurs kystes. Lors d'une opération chirurgicale, qu'est-ce qu'on peut découvrir? Des kystes de taille atteignant presque la tête d'un enfant, ils sont immenses. Et mieux que ça, regardez une image d'une femme africaine atteinte de kyste hydatique, enfin polykystique, et qui pendant très longtemps, enfin pendant plusieurs semaines, on a suspecté plutôt j'allais dire une gestation. Oui, une gestation, on peut le dire en humanitaire, une gestation. Alors que tout simplement, cette madame était atteinte de kyste hydatique. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très spectaculaire. Voilà d'autres images de kyste hydatique, voilà, des photos grossies, des vésicules filles, c'est-à-dire lorsqu'on ouvre la deuxième image, c'est lorsqu'on ouvre un kyste hydatique, les vésicules filles qui est à l'intérieur. Ça, c'est au niveau du poumon, enfin, c'est au niveau de ce qu'on appelle la fressure, c'est-à-dire cœur, poumon, foie. C'est tout l'orgue qui est atteint et vous les voyez nettement, les kystes qui sont en formation. باختصار الكيست المائي كيفاش يجي؟ اولا وقبل كل شيء حاشاكم الكلب هو اللي مريض بالدوده الكبيره هذه سو التانيه، هو اللي عنده هذه التانيه. هذه التانيه عندما هذه تتكسر تخرج مع الخماج تاعو في المحيط تاعو كان البيض. هذا البيض راح يلوث الاكل تاع الانسان ولا تاع الحيوان. وعندما ناكلوا حاجه اللي ماشي مغسوله مثلا شلاضه ولا زروديه ولا اللي نشريوها تمتم ولا نحيوها من الجنان وناكلوها مباشره تبان نظيفه، هي ممكن ملوثه بالبيض تاع الدوده هذه. عندما ناكلوا حبه بيض اللي ما بايناش هي تؤدي الى الكيست المائي كما راكم تشوفوا في هذه الصوره هنا. هذه كبده فلا فوالا ما تبانش مليح، هذه كبده مريضه بالكيست المائي. وكيفاش هذه الروضه تاع الحياه تاع هذه الدوده عندما نمدوا هذه الكبده اللي باش نحرقوها ولا نجموها تحت الارض ولا نمدوها للكلب. كاين بزاف الناس اللي حاسبين الكلب شغل مثلا نجمو نمدوا له الخماج اللي كان حاشاكم راه يرجعوا لنا حاجه اخرى. لا، الا عطينا له حاجه ملوثه يعطينا المرض كيس المائي. وهذا الروضه الدور، حنا نمدوا الكبده ولا الريه مريضه بالكيس المائي للكلب، الكلب يخدم الدوده الكبيره، هذيك الدوده تصنع بيض وهذاك البيض يلوث الماكله تاع الانسان والحيوان، وهذا الدور هذا يجي الكيس المائي. اذا واش معناها؟ معناها نهار العيد الكبير ان شاء الله عندما نشوفوا مثلا كبده ولا ريه في هذا الكيس المائي هذا نحيوها ما نمدوهاش للكلب. الكلب هو شبه الكلب حاجه اخرى ولا ما نمدوهاش. كون نمدوها للكلب الكلب يرتاح لنا لينا بالكيس المائي. Voilà donc très succinctement un ténia adulte, l'Echinococcus, qui est localisé sur le chien, on va dire les canidés, qui dans les segments ovigaires, la partie, va donner des centaines d'œufs comme ça, et chaque œuf va donner de la larve ici, qui va bourgeonner et donner des petites vésicules qu'on appelle des vésicules filles. Et les vésicules filles, voilà, c'est ce qu'on voit ici, le kyste le Et dans chaque vésicule fille, il y a des dizaines de protoscolex, qu'on voit ici. Et chaque protoscolex va donner un ténia, et c'est comme ça que le cycle s'entretient. Voilà, c'est une représentation beaucoup plus compliquée, c'est beaucoup plus pour les universitaires, pour synthétiser le cycle évolutif, le cycle de reproduction d'Echinococcus granulosus.
Tout simplement, il s'entretient entre un hôte définitif qui est le chien et un hôte intermédiaire, le mouton, ou celui qui est en impasse évolutif, l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, c'est Echinococcus granulosus? On vient de voir sa reproduction. C'est un parasite qui est dit dixène, c'est-à-dire qu'il a besoin de deux hôtes. Un hôte définitif, le chien, et un hôte intermédiaire, le mouton et l'homme. Mais en plus, de quoi se nourrit-il? À l'état adulte, il est ce qu'on appelle chimivore, comme tous les ténias. C'est-à-dire qu'il va prendre le chyme. Le chyme, je le rappelle, c'est tout simplement le bol alimentaire. Au lieu que ce bol alimentaire aille construire un organisme, il va être spolié au détriment au profit plutôt du parasite. Et donc on comprend pourquoi l'être vivant supérieur, le mouton ou l'humain, il maigrit. C'est pour ça que la première suspicion, يقولوها من زمان عندما إنسان حتى اللي ياكل مليح نلقاوه ضعيف يقولوا واش عندك دودة. Et ben c'est un petit peu vis-à-vis de ça. Et l'idatide, comme c'est une vésicule, elle se nourrit par osmose. Et on vient de voir où est-ce qu'il se localise. Le ténia adulte se localise dans l'intestin du chien et lorsque la larve touche l'hôte intermédiaire, elle va se localiser de préférence dans le foie et le poumon. Et si ces viscères sont dépassés, leur capacité de filtration est dépassée, ils vont envahir les autres viscères, la rate, le pancréas et le RD, pouvant aller jusqu'à l'os, voire même jusqu'au cerveau. Alors, comment se fait l'infestation? C'est simple, ce que je viens de dire depuis le début. Tout se fait par ingestion. Alors, quelle est la principale source? Il y en a deux. Il y a l'hôte intermédiaire, c'est le mammifère herbivore et omnivore, qui, eux, c'est en ingérant de l'herbe, de l'eau ou là, du fourrage vert, maintenant pour le mouton, ou là, tout simplement, contaminé directement par les matières fécales de chien. L'homme, lui, il s'infeste en mangeant des crudités mal lavées. Il peut trouver des œufs à l'intérieur. C'est par l'eau qui peut être contaminée par la déjection de chien. La robe du chien, c'est très important. Et ça, de venir caresser un chien inconnu, il ne faut jamais faire ce geste. Pourquoi? On va l'expliquer juste dans un petit instant, parce que le chien qui est atteint de téniasis, il a ce qu'on appelle un prurit anal, ce qui lui donne ce qu'on appelle le signe du traîneau. Il va se lécher le pourtour de l'anus, et là il va trouver les œufs, et comme lui fait sa toilette, il va se lécher le reste du corps, et c'est comme ça qu'il éparpille les œufs sur le corps. Nous, humains, pensons bien faire, on vient le caresser, et si on ne se lave pas les mains, il y a toujours quelques œufs qui sont retenus dans la main. Et lorsqu'on porte à la bouche notre alimentation, c'est comme ça qu'on ingère les œufs. Donc ne caressez jamais un chien inconnu, et encore moins si c'est un chien, comment dirais-je, qui échappe à tout contrôle vétérinaire. Et puis l'autopsie, c'est le cas des vétérinaires anatomopathologistes qui pratiquent des autopsies du chien. Il faut qu'ils prennent toutes les mesures de biosécurité pour bien se protéger. Et enfin, l'hôte définitif, le chien, il ne s'infeste que par les abats kystiques. Alors, de façon synthétique, je me comment s'infeste un chien et comment s'infeste un mouton et un humain? Un mouton et un humain sont le même type d'hôtes. Ils se conduisent de la même façon. On est tous d'accord. Un chien ne peut se contaminer qu'en mangeant un kyste. Un foie, un poumon, une rate contenant un kyste. Ou un bès, et c'est tout. Un mouton ou un humain ne peut s'infester que lorsqu'il mange des crudités contenant des œufs. C'est tout. Ne posez jamais la question à l'envers, en disant, tiens, si un humain mange un foie kystique, est-ce qu'il va contracter l'idatidose? Non, il ne contractera jamais l'idatidose ainsi. Parce que l'élément est répugnant. On voit très mal un humain aller manger un abat kystique, parce que c'est répugnant, à dire là. Combien même c'est des petits kystes, insoupçonnés, mais béniches. Au pire, il peut avoir un phénomène allergique. Au pire, il peut faire un choc anaphylactique, mais il ne fera jamais le kyste idatique. Jamais. C'est clair pour tout le monde? Donc, un homme s'infeste en mangeant des crudités contenant des œufs, et un chien s'infeste en mangeant un abat kystique. Madame Aka, pour que ce soit très clair. Voilà, c'est les modalités de résistance qui expliquent. Ça a de l'importance pour ceux qui font de l'épidémiologie. À l'âge, il y a des infestations qui perdurent dans le temps. Parce que, comme vous le voyez ici, par exemple, un œuf peut résister presque une année à température, j'allais dire de réfrigération, là, une température hivernale. Il dit, Mishdam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez oublier le chien, il a disparu pendant une année, il n'y a plus de chien.
Mais il y a des cas de kystes idatiques qui apparaissent. Vous allez croire que ce sont des infestations occultes? Non, parce que les œufs sont très résistants. De même, pour les viscères, regardez, les kystes dans des viscères peuvent tenir des années. Donc, les éléments du kyste de l'idatidose ont une très grande résistance. Alors, tout ça, ce sont ce qu'on appelle les facteurs favorisants. C'est quoi les facteurs favorisants? C'est ceux qui permettent la rencontre, ceux qui permettent l'infestation, la rencontre entre le parasite et ses hôtes. Alors, ce sont des paramètres d'épidémiologie, d'environnement. Comment ils sont étudiés? Chaque région peut avoir ses particularités. La première particularité, par exemple, c'est son mode d'élevage. Est-ce qu'ils ont des moutons? Moi, j'habite dans une ville. C'est les autres moments, il n'y a pas de danger, etc. Donc, il y a des particularités régionales et des particuliers selon le mode de vie. Alors, donc, ce sont les premiers facteurs, ce sont des facteurs dits d'environnement. Le mode d'élevage. S'il n'y a pas de chien, par exemple, à côté de troupeaux de moutons, il n'y a aucun danger. Il faut qu'il y ait le chien. Il se trouve que malheureusement, dans notre pays, c'est une pratique courante, l'association troupeau de moutons-chiens. Je vous disais depuis tout à l'heure, c'est le manque d'hygiène, les abattoirs lorsqu'ils sont sous-équipés, et surtout lorsqu'il s'agit de tueries particulières. Qu'est-ce que c'est des tueries? Ce sont généralement des lieux qui peuvent échapper à tout contrôle vétérinaire. Et là, j'attire une attention très particulière à ceux qui vendent dehors, pensant faire l'affaire du siècle, tiens, un mouton, on va se régaler, c'est pas cher, etc. Méfiez-vous, ça échappe à tout contrôle. Et là, généralement, il peut y avoir tricherie, rush. Quel style de tricherie il peut y avoir? On peut vous vendre de ce qu'on appelle des animaux abattus d'urgence. Un animal qui vient de mourir, qui vient d'agoniser suite d'une maladie, un animal accidenté, un animal marchouche, ibiol, comme étant une carcasse ou un abat sain. Méfiez-vous. Moi, je vous conseille vivement de ne jamais acheter tout ce qui peut échapper à tout contrôle sanitaire, vétérinaire, technicien, laboratoire, et